La jeune étudiante est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance dans le bureau du directeur de l'université. Les couloirs de l'Université nationale des beaux-arts de Lyon résonnaient des pas nerveux de Gabrielle Moreau. Ses doigts fins serraient fermement le portfolio contenant son projet final, celui qui déterminerait son avenir, à 24 ans. Elle avait tout misé sur ses études. Seul échappatoire à une enfance passée dans l'ombre de l'orphelinat Sainte-Claire. « Allez, respire, ce n'est qu'un homme », murmura-t-elle, pour se donner du courage. Mais pas n'importe quel homme. Le dehors, François Delcourt, directeur de l'université, était réputé pour son œil impitoyable et son goût raffiné. Les étudiants le craignaient autant qu'ils l'admiraient. Gabrielle s'arrêta devant la porte en bois sombre, lissa sa jupe grise et frappa 3 coups discrets. « Entrez », répondit une voix grave et posée. Le bureau était exactement comme on le lui avait décrit, imposant et élégant, avec ses murs tapissés d'étagères croulant sous des livres anciens et des monographies d'art. L'odeur du cuir et du bois ciré créait une atmosphère solennelle. Par la fenêtre, la lumière dorée de l'après-midi caressait doucement les objets, leur conférant une aura presque sacrée. « Mademoiselle Moreau, je présume ?» François Delcourt se leva pour l'accueillir. C'était un homme distingué d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux d'un gris acier qui semblait sonder l'âme. Il portait un costume sombre impeccablement taillé qui soulignait sa silhouette élancée. « Oui, bonjour monsieur le directeur », répondit Gabrielle en s'avançant. « Prenez place, je vous prie. J'ai entendu beaucoup de bien de votre travail. » Tandis qu'elle s'installait face à lui. Son regard fut attiré par un objet sur le bureau massif, un cadre en argent, posé légèrement de biais, comme s'il était souvent manipulé. À l'intérieur, une photographie d'une petite fille d'environ 4 ans, vêtue d'un tablier bleu, serrant contre elle un ours en peluche marron aux yeux de verre. Le monde de Gabrielle s'arrêta. Cet ours, elle le connaissait, c'était Monsieur Calin, son compagnon de toujours, celui qui l'avait réconforté pendant les nuits solitaires à l'orphelinat, celui qui, même aujourd'hui, trônait sur son lit d'étudiante et ce tablier bleu. Elle avait des flashs, des fragments de souvenirs flous, mais ce qui la frappa comme un coup de poing fut la petite marque en forme de croissant de lune, juste sous l'oreille gauche de l'enfant. Machinalement, sa main se porta à sa propre oreille. Là où ses cheveux dissimulaient soigneusement une marque identique, « Mademoiselle Moreau, tout va bien ?» La voix de François semblait venir de très loin. Gabrielle ne pouvait détacher son regard de la photographie. Un bourdonnement envahit ses oreilles, tandis que des fragments de mémoire surgissaient du néant. Une femme au parfum de jasmin, un homme qui la faisait tournoyer en riant, une maison avec un jardin. Cette photo, articula-t-elle avec difficulté. D'où vient-elle ? François suivit son regard, intrigué par sa réaction. Son visage se ferma instantanément, comme si un voile de douleur était tombé sur ses traits. « C'est personnel », dit-il sèchement. « Concentrons-nous sur votre projet, voulez-vous » Mais Gabrielle ne pouvait pas laisser passer. Une force inexplicable la poussait à insister, balayant sa timidité habituelle. « Cette petite fille, elle a une marque sous l'oreille gauche, n'est-ce pas ? En forme de croissant de lune ?» François se figea, son teint devenant blême. « Comment pourriez-vous savoir cela ? La photo est trop petite pour... » Gabrielle écarta doucement ses cheveux, révélant la marque de naissance qu'elle avait toujours cachée, une marque en forme de croissant de lune, parfaitement identique à celle de la fillette sur la photo, parce que j'ai la même. Le temps sembla suspendu. François se leva brusquement. Renversant presque sa chaise, il s'approcha d'elle, scrutant la marque avec une intensité qui aurait été effrayante dans d'autres circonstances. Sa main tremblait lorsqu'il tendit les doigts, s'arrêtant à quelques millimètres de sa peau, n'osant pas la toucher. « C'est impossible », murmura-t-il. Mais son regard disait le contraire. « Cet ours en peluche », continua Gabrielle, la gorge serrée par l'émotion. « Je l'ai toujours. Il s'appelle Monsieur Calin. Il était avec moi quand je suis arrivée à l'orphelinat Sainte-Claire. Il y a 20 ans. » François chancela, s'appuyant au bureau pour ne pas tomber. Son visage avait perdu toute couleur. « Gabrielle », souffla-t-il, prononçant son prénom comme une prière. « Ma fille s'appelait Gabrielle. Votre fille, elle est morte. » Il y a 20 ans, dans un accident de voiture avec sa mère, Hélène, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Le monde de Gabrielle vacillait,
toutes ces années à se demander qui elle était, d'où elle venait, des bribes de souvenirs qu'elle avait cru imaginaires, des rêves récurrents d'une vie différente, d'une famille. « Racontez-moi » demanda-t-elle, les yeux brillants de larmes contenues. « S'il vous plaît. » François prit une profonde inspiration et commença à parler d'une voix brisée par l'émotion. C'était un soir d'automne. Hélène et notre petite Gabrielle rentrèrent de chez ma belle-mère. Il pleuvait. Il y a eu cet accident sur la route de campagne. La voiture aurait fait une sortie de route. Sa voix se brisa. Mon beau-frère, Rémi, s'est occupé de tout. L'identification des corps, les formalités. J'étais anéantie, incapable de... « Mais il n'y avait pas de corps », murmura Gabrielle, complétant intuitivement le puzzle. « N'est-ce pas ?» François la regarda, stupéfait. « Comment pourriez-vous savoir ?» Une intuition. Vous n'avez jamais vu les corps, n'est-ce pas? Non. Rémi m'a dit qu'ils étaient que ce serait trop traumatisant. Il a insisté pour s'occuper de tout. J'étais tellement détruit que j'ai accepté. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Les implications étaient vertigineuses. « Monsieur Delcourt », dit finalement Gabrielle, la voix tremblante mais déterminée. « Je crois que nous avons beaucoup à découvrir ensemble. » François s'approcha d'elle, hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il faisait un geste brusque. Puis, avec une douceur infinie, il prit son visage entre ses mains, examinant chaque trait, cherchant et trouvant les ressemblances avec la femme qu'il avait aimée et la petite fille qu'il avait perdue. « Tu as les yeux de ta mère », murmura-t-il, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. À cet instant, Gabrielle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le projet final, l'université, tout cela semblait soudain si insignifiant face à l'ampleur de ce qui se révélait. Quelqu'un avait menti. Quelqu'un avait orchestré une séparation qui avait duré 20 ans. Et ensemble, ils allaient découvrir la vérité. Le ciel de Lyon s'était assombri, comme si le temps lui-même ressentait le poids des révélations qui venaient de bouleverser la vie de Gabrielle et François. Ils étaient assis face à face dans un petit café près de l'université, loin des regards curieux et des oreilles indiscrètes. 2 tasses de café refroidissaient, oubliées entre eux. Je ne sais pas par où commencer, avoua François, les traits tirés par l'émotion et l'épuisement. Pendant 20 ans, j'ai cru que ma vie était finie. Gabrielle observait cet homme qui pourrait être son père, cherchant dans ses traits une ressemblance avec son propre visage. C'était déstabilisant de voir sa vie entière remise en question en l'espace d'1 heure. « Commencez par me parler d'elle », dit doucement Gabrielle. « De ma mère. » François ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, ils brillaient d'une lueur différente, comme si le simple fait d'évoquer Hélène ravivait une flamme éteinte depuis longtemps. Hélène était lumineuse. Une professeure de littérature à l'université de Lyon 2. C'est là que nous nous sommes rencontrés, lors d'un colloque sur l'influence des arts plastiques sur la littérature du XIXe siècle. Un sourire mélancolique se dessina sur ses lèvres. Elle avait cette façon de voir la beauté dans les choses les plus ordinaires. Elle portait toujours un parfum de jasmin. « De jasmin », murmura Gabrielle, un frisson parcourant son échine. Je me souviens de cette odeur, dans mes rêves. Parfois, François la regarda avec intensité. « Quels autres souvenirs as-tu, même les plus vagues ?» Gabrielle ferma les yeux, essayant de capturer ces fragments évanescents qui hantèrent parfois ses nuits. Une maison, avec des glycines qui grimpèrent sur la façade. Un jardin où je jouais, un piano, quelqu'un jouait du piano. « C'était moi », souffla François, ému. Notre maison à Caluire, en bordure de Lyon, les glycines étaient à la passion d'Hélène, et je jouais du bâche. Chaque soir, c'était notre rituel avant ton coucher. Un silence ému s'installa. Ces bribes de souvenirs, autrefois disjointes et floues, prenaient soudain un sens nouveau. Elles n'étaient même pas des fantasmes d'orpheline, mais des échos d'une vie réelle qui lui avait été arrachée. « Racontez-moi l'orphelinat », demanda François, la voix tendue. « Comment as-tu grandi ?» Gabrielle but une gorgée de son café froid, rassemblant ses pensées. L'orphelinat Sainte-Claire n'était pas un endroit terrible. Les sœurs étaient strictes mais justes, pour la plupart. Sœur Marie-Thérèse était particulièrement gentille avec moi. Elle eut un sourire triste. Elle me racontait que j'étais arrivée une nuit de tempête, trempée et terrifiée, serrant Monsieur Câlin comme si ma vie en dépendait. J'avais déjà mon nom. Gabrielle, mais pas de nom de famille. Moreau, c'est eux qui me l'ont donné.
François serra les poings, blanchissant les jointures. Ils t'ont arraché à nous et abandonné dans un orphelinat, mon Dieu. On m'a dit qu'une femme m'avait amené, poursuivit Gabrielle. Grande, élégante, tout en noir. Les sœurs ont supposé que c'était ma mère, incapable de s'occuper de moi, mais maintenant, on se demande qui était réellement cette femme, compléta François, les yeux sombres. Et pourquoi elle t'a séparé de nous? Gabrielle hésita, puis posa la question qui la tourmentait. Qui est Rémi, celui qui vous a dit que nous étions mortes? Le visage de François se durcit. Rémi Lemaire, mon beau-frère, le frère d'Hélène, un chirurgien renommé à l'époque. Il eut un rire amer. Je l'ai toujours considéré comme un ami, malgré une certaine compétition entre nous. Il était brillant, charismatique, mais vivait constamment dans une forme d'insatisfaction. Quelle aurait été sa motivation pour... François secoua la tête, incapable d'envisager l'horreur de cette trahison. Je ne sais pas, peut-être. Il s'interrompit, comme si une pensée troublante venait de le frapper. Il a toujours admiré Hélène d'une façon particulière, plus qu'un frère ne devrait, et il a toujours semblé jaloux de ma carrière, de notre bonheur, mais de là à orchestrer. Et sa sœur, Véronique, travaille avec vous à l'université, nota Gabrielle, se rappelant l'avoir croisée dans les couloirs. Oui, l'adre Véronique Lemaire est ma vice-directrice. Aussi froide et calculatrice que son frère est charismatique, elle a obtenu ce poste il y a 15 ans. Un nouveau silence s'installa, chargé de questions sans réponse. Le serveur vint leur proposer plus de café, qu'ils déclinèrent poliment. « Comment as-tu survécu à tout ça ?» On demanda finalement Gabrielle. « Croire que ta femme et ta fille aimaient-ils la morte ?» François détourna le regard, contemplant la pluie qui commençait à tomber au dehors. Je ne sais pas si « survivre » est le mot juste. J'ai continué à respirer, à fonctionner. J'ai plongé dans le travail. Je n'ai plus touché au piano, la maison à Caluire. Je l'ai vendu, trop de fantômes. Il ferma les yeux un instant. Mais j'ai tout gardé. Tes dessins d'enfants, tes jouets, les albums photos. Comme si une partie de moi refusait de croire que c'était fini. Cette confession émut profondément Gabrielle. Elle tendit la main et prit celle de François, créant le premier véritable contact entre eux. Ce simple geste sembla libérer quelque chose en lui. « Je veux que tu saches que nous étions heureux. » Gabrielle, profondément heureux, ta mère et moi t'adorions. Tu étais une enfant vive, curieuse, toujours en train de dessiner. Tu aimais les histoires de princesses, mais tes préférées étaient celles où elles se sauvaient toutes seules. Gabrielle sourit à travers les larmes qui menaçaient. Ça n'a pas changé, je déteste les demoiselles en détresse. Ce fragment de continuité entre l'enfant d'alors et la femme d'aujourd'hui sembla apaiser François, comme si malgré les années volées, quelque chose d'essentiel avait survécu. « Nous devons être prudents », dit-il en baissant la voix. « Si ce que nous soupçonnons est vrai, si Rémi a orchestré tout cela, s'il est capable d'une telle chose, il est capable de bien pire pour protéger son secret. » Gabrielle acquiesça, une détermination nouvelle brillant dans son regard. « Par où commençons-nous ? Par le commencement, l'accident ? Il faut vérifier ce qui s'est réellement passé cette nuit-là ? Les archives de l'hôpital ? Les rapports de police ? Et s'il a tout effacé ? Alors nous chercherons ailleurs, les témoins. Les infirmières, quelqu'un a forcément vu quelque chose. » Ils se levèrent, prêts à partir. Dehors, la pluie s'était intensifiée, lavant les rues de Lyon, comme pour préparer un nouveau départ. François regarda Gabrielle avec une intensité paternelle qu'elle n'avait jamais connue. « Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches une chose. Te retrouver aujourd'hui, même dans ces circonstances, c'est le plus beau jour de ma vie depuis 20 ans. » Gabrielle sentit un nœud se former dans sa gorge. Toute sa vie, elle s'était sentie incomplète. Comme si une pièce essentielle lui manquait. Et maintenant, face à cet homme qui pourrait être son père, elle ressentait pour la première fois un sentiment d'appartenance. « Allons découvrir la vérité », dit-elle simplement. Ensemble, ils sortirent sous la pluie, prêts à affronter un passé qui refusait de rester enterré et des ennemis qui ne se doutèrent pas encore que leur mensonge de 20 ans commençait à s'effriter. L'hôpital Saint-Joseph se dressait comme une forteresse de béton et de verre sous le ciel gris de Lyon. François et Gabrielle avançaient dans le hall principal, leurs pas résonnant sur le sol en marbre. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur bouleversante découverte, 3 jours durant lesquels ils avaient élaboré un plan pour commencer leur enquête discrètement.
Tu es certain que c'est ici qu'ils auraient été amenés ?» chuchota Gabriel en s'efforçant de paraître naturel. « C'est l'hôpital le plus proche du lieu de l'accident. Et c'est là que Rémi travaillait à l'époque, comme chef du service de chirurgie. » Ils se dirigèrent vers le service des archives, au sous-sol. François avait préparé une histoire convaincante. Il recherchait d'anciens dossiers médicaux concernant sa défunte épouse pour une étude génétique familiale. Son statut de directeur d'université facilitait l'accès à des informations normalement confidentielles. Une archiviste d'une 50aine d'années les accueillit, son badge indiquant « Madame Rousseau, Monsieur Delcourt, je vous ai préparé la salle de consultation comme demandé, mais je dois vous avertir que certains dossiers, surtout les plus anciens, ont pu être déplacés lors de notre numérisation. » François la remercia avec un sourire poli, tandis qu'elle les conduisait vers une petite salle équipée d'un ordinateur et de quelques étagères. « Je vous laisse, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je serai à l'accueil. » Dès que la porte se referma, Gabriel et François se mirent au travail. Il fallait chercher tout ce qui concernait la nuit du 15 octobre 2004, date du prétendu accident. Commençons par les registres d'admission des urgences, proposa François en parcourant les dossiers numériques. Après une heure de recherche minutieuse, une évidence troublante s'imposa. Il n'existait aucune trace d'Hélène ou de Gabriel Delcourt dans les registres de cette nuit-là. C'est comme si on n'avait jamais été amenés ici, murmura Gabriel, un frisson parcourant son échine. François fronça les sourcils, de plus en plus perplexe. Essayons les rapports d'accident. La gendarmerie a forcément établi un constat. Nouvelle recherche, nouvelle déception. Aucun accident impliquant une femme et une enfant n'avait été signalé sur la route de Caluire ce soir-là. Il a tout effacé, conclut François, les mâchoires serrées. Rémi avait l'influence nécessaire pour faire disparaître des dossiers. Gabriel se laissa aller contre le dossier de sa chaise, découragé. Alors comment prouver ce qui s'est vraiment passé? François réfléchit un instant. Les gens, les dossiers peuvent disparaître, mais pas les souvenirs. Il doit rester des infirmières, des médecins qui étaient de garde cette nuit-là. Ils consultèrent les plannings du personnel pour octobre 2004. La plupart des noms leur étaient inconnus. Et beaucoup avaient probablement quitté l'établissement depuis. « Regarde », dit soudain Gabriel en pointant un nom sur l'écran. « Deheur, Laurent Mercier, urgentiste. Il est toujours là, d'après le site de l'hôpital. » François nota l'information. « Bien vu, et cette infirmière, Corinne Dubois, elle est désormais cadre au service de cardiologie. » Ils établirent une liste de personnes à contacter discrètement, puis quittèrent les archives, remerciant Madame Rousseau pour son aide. En sortant de l'hôpital, François s'arrêta brusquement. « Attends, il y a une autre piste. Le médecin légiste qui aurait établi les certificats de décès. Comment le retrouver? Je connais quelqu'un à la préfecture qui pourrait nous aider. » Ils se rendirent dans un petit restaurant près de la place Bellecour, où François avait donné rendez-vous à un vieil ami, Richard Benoît, fonctionnaire à la préfecture du Rhône depuis 30 ans. « François, mon vieux !» s'exclama l'homme en les rejoignant. « Ça fait une éternité. Et qui est cette charmante demoiselle? »« Une de mes étudiantes les plus brillantes, » répondit François avec un clin d'œil à Gabriel. Ils avaient convenu de ne révéler leur lien à personne pour l'instant. Après les civilités d'usage, François orienta subtilement la conversation vers l'objet de leur visite. « Richard, j'ai besoin d'un service un peu délicat. Je fais des recherches sur, disons, les procédures administratives suivant un décès. En particulier, je cherche à comprendre comment sont établis les certificats de décès en cas d'accident de la route. » Richard haussa un sourcil, surpris par cette demande inhabituelle. « C'est pour un projet universitaire, » ajouta François, l'air détaché. « Eh bien, c'est assez simple. Un médecin légiste constate le décès, établit un certificat qui est ensuite transmis à la mairie pour la déclaration officielle. Pourquoi cet intérêt soudain? Disons que c'est personnel. » Le fonctionnaire comprit immédiatement l'allusion à la tragédie qui avait frappé François. « Je vois, » dit-il avec compassion. « Tu veux savoir qui a signé les certificats pour Hélène et ta fille ?» François acquiesça silencieusement. « Je peux vérifier dans nos archives, discrètement, bien sûr. Merci Richard, je te revaudrai ça. » Après le déjeuner, ils se séparèrent avec la promesse que Richard les contacterait dès qu'il aurait des informations. En quittant le restaurant, Gabriel et François décidèrent de se rendre à la bibliothèque universitaire. C'était un lieu neutre où ils pouvaient parler sans éveiller les soupçons, puisque leur relation professeur-étudiante justifiait leur présence. « J'ai pensé à quelque chose », dit Gabriel alors qu'ils s'installèrent dans un coin isolé. «
Le jour de l'accident, vous aviez forcément parlé à ma mère avant qu'elle ne prenne la route, non? François ferma les yeux, fouillant dans ses souvenirs douloureux. Oui, elle m'avait appelé de chez sa mère, ta grand-mère. Elle disait qu'elle rentrerait vers 20h, que vous aviez goûté des macarons extraordinaires et qu'elle m'en rapportait. Et ensuite, rien. À 23h, n'ayant pas de nouvelles, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé la mère d'Hélène, qui m'a confirmé votre départ. J'allais contacter la police quand Rémi a sonné à la porte. Sa voix se brisa légèrement. Il avait l'air dévasté. Il m'a dit qu'il venait d'être appelé à l'hôpital pour un accident grave, que c'était vous, que vous n'aviez pas survécu, et vous l'avez cru. Il était médecin, mon beau-frère, le frère d'Hélène. Pourquoi aurais-je douté? Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de l'horreur de cette manipulation. Soudain, Gabriel se figea. Son regard venait de croiser celui de la Dre Véronique Lemaire, qui traversait la bibliothèque d'un pas pressé, accompagnée d'une autre professeure. Les deux femmes s'installèrent à quelques tables de distance, visiblement absorbées par leur conversation. « Ne te retourne pas », murmura Gabriel à François. « Véronique est là. » François se raidit imperceptiblement mais garda son calme. « Continue à prendre des notes, comme si nous discutions d'un projet académique. » Gabriel s'exécuta, griffonnant des phrases sans suite tout en tendant l'oreille. Les deux femmes parlaient à voix basse, mais certains mots parvenaient jusqu'à eux. Toujours obsédé par cette histoire, 20 ans après, François ne lâchera jamais l'affaire. Rémi a tout arrangé à l'époque, mais Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Elle lança un regard entendu à François, qui avait également entendu « cette étudiante qui lui ressemble ». À ces mots, François se leva brusquement. « Allons-y, mademoiselle Moreau, nous reprendrons cette discussion plus tard. » Gabriel rassembla ses affaires et le suivit. Sentant le regard perçant de Véronique les suivre jusqu'à la sortie, une fois dehors, François l'entraîna rapidement vers le jardin public voisin. « Elle parlait de nous », chuchota Gabrielle, tremblante. « Véronique sait quelque chose. Ou elle soupçonne. Nous devons être encore plus prudents maintenant. » Son téléphone vibra. C'était un message de Richard. « Document introuvable, étrange. Rappelle-moi dès que possible. » François et Gabriel échangèrent un regard lourd de sens. Leur enquête venait de confirmer leurs pires soupçons. Quelqu'un avait méticuleusement effacé toute trace officielle de ce qui s'était réellement passé cette nuit d'octobre 2004. Mais ils avaient aussi obtenu leur première confirmation. Les mots de Véronique étaient une admission involontaire. Rémi avait bien tout arrangé. La prochaine étape, dit François avec une détermination renouvelée, c'est de retourner à la source, l'orphelinat Sainte-Claire. L'orphelinat Sainte-Claire se dressait sur une colline à la périphérie de Lyon, imposante bâtisse de pierre grise au volet bleu pâle. Pour Gabriel, franchir le portail en fer forgé produisit un mélange étrange de familiarité et d'appréhension. C'était ici qu'elle avait grandi, ici que s'étaient forgés ses rêves et ses blessures. « Ça va ?» demanda doucement François en remarquant sa tension. « C'est bizarre de revenir, je n'y ai pas mis les pieds depuis mes 18 ans. Le jardin était plus petit que dans ses souvenirs, mais les massifs de lavande qui bordaient l'allée principale étaient toujours là, bourdonnant d'abeilles en cette fin d'été. Des enfants jouaient au ballon sur la pelouse, leurs rires insouciants contrastant avec la gravité de leur mission. Ils avaient convenu d'une approche prudente. François se présenterait comme un chercheur, travaillant sur une étude sociologique concernant l'adaptation des anciens enfants placés. Gabrielle, quant à elle, jouerait son propre rôle. Une ancienne pensionnaire revenue visiter les lieux par nostalgie, à l'accueil, une jeune religieuse les orienta vers le bureau de la directrice. « Sœur Catherine vous recevra dans quelques minutes. Vous pouvez l'attendre dans le petit salon. » Le petit salon n'avait pas changé. Même canapé aux ressorts fatigués, même rideau en dentelle jaunie par le temps, même crucifix en bois sombre au-dessus de la cheminée. Gabrielle effleura du bout des doigts la table basse où elle avait passé tant d'heures à dessiner. « J'ai appris à tenir un crayon ici », murmura-t-elle. Sœur Marie-Thérèse m'encourageait toujours à dessiner quand j'étais triste. François l'observait avec un mélange de tendresse et de regret, imaginant toutes ces années de sa vie dont il avait été privé. La porte s'ouvrit sur une religieuse âgée d'une 60aine d'années, au visage avenant encadré par une coiffe traditionnelle. « Bonjour, je suis sœur Catherine. Oh, Gabriel Moreau. Quelle surprise !» Gabriel s'avança,
étonné d'être reconnu si facilement après toutes ces années. « Vous me reconnaissez. Comment oublier notre petite artiste ?» sourit la religieuse en lui prenant les mains. « J'étais encore novice quand tu es arrivé, mais je me souviens parfaitement de toi. Et ce monsieur est François Delcourt. » Se présenta-t-il avec un léger tremblement dans la voix qu'il s'efforça de dissimuler. « Je travaille sur une étude universitaire concernant le parcours des anciens enfants placés. Gabriel a accepté de participer. »« Bien sûr, acquiesça sœur Catherine en les invitant à s'asseoir. « Que puis-je faire pour vous aider ?» Gabriel inspira profondément. « J'aimerais en savoir plus sur mon arrivée ici. Je sais que j'avais environ 4 ans, mais les détails sont flous dans ma mémoire. » Le visage de la religieuse s'assombrit légèrement. « Ce n'est pas moi qui t'ai accueilli ce soir-là, mais Mère supérieure, sœur Agathe. Elle est très âgée maintenant, mais son esprit reste vif. Je peux l'appeler si vous le souhaitez. » François et Gabriel échangèrent un regard entendu. C'était exactement ce qu'ils espéraient. Quelques minutes plus tard, une religieuse au dos voûté par l'âge entra lentement dans la pièce. Appuyée sur une canne en bois, malgré ses 90 ans, sœur Agathe avait un regard d'une lucidité saisissante. « Gabriel, dit-elle d'une voix usée mais ferme, je savais que tu reviendrais un jour poser des questions. » Cette déclaration les prit au dépourvu. « Vous m'attendiez » balbutia Gabriel. La vieille femme s'installa péniblement dans un fauteuil. Certains enfants nous arrivent par nécessité, d'autres par tragédie. Mais toi, elle secoua doucement la tête. J'ai toujours senti que ton histoire était différente. François se pencha en avant, incapable de contenir plus longtemps son impatience. Que s'est-il passé cette nuit-là, ma sœur, qui a amené Gabriel ici? Sœur Agathe le dévisagea longuement, comme si elle sondait son âme. Pourquoi ces questions, monsieur? Quel est votre véritable intérêt dans cette affaire? Un silence pesant s'installa. Gabriel prit la main de François dans la sienne, un geste qui n'échappa pas à la religieuse. « Nous ne pouvons plus mentir. »« Pas ici, » murmura Gabriel. « Sœur Agathe, permettez-moi de vous présenter François Delcourt, mon père. » Les yeux de la vieille religieuse s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. « Seigneur Tout-Puissant, » murmura-t-elle en faisant un signe de croix. « Alors les doutes que j'ai toujours eus ?» Elle se redressa dans son fauteuil, soudain plus alerte. C'était une nuit de tempête. Le 15 octobre 2004, une femme élégante est venue frapper à notre porte vers minuit. Elle portait des vêtements sombres, un tailleur noir, très chic. Elle tenait par la main une petite fille endormie, enveloppée dans une couverture jaune. François tressaillit en entendant mentionner cette couverture. C'était lui qui l'avait achetée pour Gabriel. La femme a prétendu être une assistante sociale d'urgence. Elle a dit que l'enfant venait de perdre ses parents dans un accident et qu'elle devait être placée immédiatement. Elle avait des papiers. Tout semblait en ordre. « Vous souvenez-vous de son apparence ?» demanda François, la gorge serrée. Grande, mince, des cheveux noirs coupés courts, très distingués, mais ses yeux... Sœur Agathe frissonna au souvenir. Il y avait une froideur en elle qui m'a troublée. Et elle portait un bijou particulier, un anneau avec une énorme émeraude. Gabriel et François échangèrent un regard lourd de sens. Cette description correspondait parfaitement à Véronique Lemaire. « A-t-elle laissé son nom ?» demanda Gabriel. « Madame Laurent, selon les papiers qu'elle a présentés, mais quelques jours plus tard, quand j'ai voulu contacter les services sociaux pour obtenir plus d'informations, personne ne connaissait de Madame Laurent. Les documents qu'elle avait laissés étaient des faux. J'ai envisagé de contacter la police, mais la petite était si fragile, si terrorisée. « Qu'avez-vous fait, alors ?» interrogea François. « J'ai prié pour être guidé, et j'ai décidé d'attendre. Si quelqu'un cherchait cet enfant, il la trouverait. » François baissa la tête, accablé par la culpabilité. « J'ai cherché, » murmura-t-il. « Mais on m'avait dit qu'elle était morte. On m'avait montré une tombe. » Sœur Agathe posa sa main ridée sur celle de François. « Nous ne voyons pas toujours le plan de Dieu. Mon fils, mais aujourd'hui, il vous a réunis. » Gabriel essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Y avait-il d'autres détails dont vous vous souvenez? N'importe quoi qui pourrait nous aider ?» La vieille religieuse ferma les yeux, concentrée. « L'enfant? Toi? » Gabriel serrait un ours en peluche marron. « Tu l'as gardé pendant toute ton enfance ici. »« Je l'ai toujours, » confirma Gabriel. « Il s'appelle Monsieur Câlin. »« Il y avait autre chose, » poursuivit sœur Agathe en plissant le front.
La femme a dit quelque chose d'étrange avant de partir. Elle a murmuré « C'est pour son bien, il ne la mérite pas ». J'ai toujours pensé qu'elle parlait du père de l'enfant. François pâlit. Ces mots confirmaient ses pires craintes sur les motivations de Véronique et Rémi. « Une dernière chose », dit sœur Agathe, en fixant intensément François. Quelques mois après l'arrivée de Gabrielle, un homme est venu. Il n'a pas demandé à la voir. Il voulait juste savoir si elle était bien traitée. Il ressemblait beaucoup à ce Rémi dont vous parlez. Quand je lui ai demandé qui il était, il a simplement répondu qu'il était un ami de la famille. Il n'est jamais revenu. Cette révélation les stupéfia. Rémi avait vérifié que Gabrielle était en sécurité, tout en maintenant François dans l'ignorance. Quel jeu tordu jouait-il? Alors qu'il s'apprêtait à partir, sœur Agathe les retint. « Gabrielle, il y a quelque chose que tu devrais voir. » Elle se leva péniblement et les conduisit vers une petite salle d'archives, à l'arrière du bâtiment. Là, après avoir fouillé dans un tiroir, elle en sortit une enveloppe jaunie. « Le jour où cette femme t'a amené, tu portais un petit bracelet avec ton prénom. Je l'ai conservé, pensant qu'un jour il pourrait être important. » Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit un délicat bracelet en argent. Au centre pendait un petit médaillon où était gravé « Gabrielle » d'un côté et de l'autre « Notre étoile », lut François d'une voix brisée par l'émotion. C'était le surnom que nous lui donnions, Hélène et moi. Gabrielle serra le bracelet contre son cœur, ce fragment tangible de son identité perdue, en quittant l'orphelinat. Il savait désormais avec certitude que Véronique avait été complice de l'enlèvement, mais une question cruciale demeurait sans réponse. Qu'était-il arrivé à Hélène? L'appartement de François, situé dans le quartier des Brotteaux, était un espace élégant mais impersonnel. Des bibliothèques couvraient les murs, débordant de livres d'art et de littérature. Pourtant, malgré la richesse culturelle qui s'y déployait, l'endroit semblait manquer d'âme, comme si son propriétaire n'y vivait qu'à moitié. « Tu n'as pas beaucoup de photos », remarqua Gabrielle en parcourant le salon du regard. François déposa 2 tasses de thé sur la table basse. « Je les ai toutes rangées après l'accident. C'était trop douloureux. » Il disparut un instant dans sa chambre et revint avec une grande boîte en bois qu'il posa devant Gabrielle. « Mais je n'ai jamais rien jeté. » Avec des gestes presque révérencieux, il souleva le couvercle. À l'intérieur, soigneusement préservés, se trouvaient des albums photos, des dessins d'enfants, quelques jouets et divers souvenirs de la vie qu'ils avaient partagée. Gabrielle effleura du bout des doigts un petit dinosaure en plastique vert. « Rex », murmura-t-elle, surprise de ce souvenir surgissant des brumes de son enfance. « Je l'emmenais partout. » François la regarda avec émerveillement. « Tu t'en souviens? Tu disais qu'il te protégeait des monstres sous ton lit. » Ils passèrent les heures suivantes à parcourir ces fragments de leur vie passée. Chaque photo, chaque objet racontait une histoire que François partageait avec émotion. Gabrielle découvrait son propre visage d'enfant, les traits de sa mère, les moments de bonheur simple d'une famille unie. « Nous étions vraiment heureux », dit-elle doucement, contemplant une photo où Hélène, radieuse dans une robe d'été, la tenait dans ses bras tandis que François les entourait tous deux. « Oui, nous l'étions. » Le visage de François s'assombrit. C'est peut-être ce que Rémi n'a pas supporté. Ils avaient passé les 2 derniers jours à rassembler des informations sur Rémi et Véronique Lemaire. Grâce à ses contacts universitaires, François avait appris que Rémi avait quitté l'hôpital Saint-Joseph quelques années après le prétendu accident. Suite à des rumeurs de malversation financière, il exerçait désormais dans une clinique privée huppée de la région. « Il faut que nous ayons une preuve irréfutable », dit François en refermant délicatement un album, quelque chose qu'ils ne pourront pas nier. Gabrielle acquiesça, tournant entre ses doigts le bracelet en argent que sœur Agathe lui avait rendu. Un test ADN. François hocha la tête. J'y ai pensé aussi. Ce serait la confirmation définitive. Ils discutèrent des modalités pratiques. Un laboratoire indépendant serait plus sûr qu'un établissement hospitalier où Rémi pourrait avoir des contacts. Il faudrait plusieurs semaines pour obtenir les résultats, mais cette preuve scientifique était essentielle pour la suite. Le lendemain matin, ils se rendirent dans un laboratoire d'analyse génétique situé dans un quartier éloigné de leurs lieux habituels, prétextant une recherche de compatibilité pour un éventuel don d'organes. Ils fournirent leurs échantillons et payèrent en espèces pour éviter toute trace. 3 semaines d'attente, soupira Gabrielle en sortant du laboratoire. Ça va être long. François lui pressa doucement l'épaule. Nous continuerons nos recherches pendant ce temps. Il reste encore la question cruciale. Qu'est-il arrivé à ta mère?
Cette question les hantait. Si Gabrielle avait survécu et avait été placée à l'orphelinat, qu'en était-il d'Hélène? Avait-elle réellement péri dans un accident ou avait-elle subi un sort similaire à celui de sa fille? Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une étrange routine. Pour éviter d'éveiller les soupçons, Gabrielle continuait d'assister à ses cours à l'université, pendant que François maintenait ses obligations administratives. Il limitait leurs rencontres à des lieux publics neutres ou à l'appartement de François, en prenant soin de ne pas être suivis. Leurs recherches semblaient pourtant piétiner. Les registres hospitaliers avaient été expurgés. Les témoins potentiels étaient introuvables ou ne se souvenaient de rien. Et Rémi, en chirurgien respecté, semblait intouchable. Un matin, alors que Gabrielle se rendait à un cours, elle croisa Véronique Lemaire dans un couloir désert de l'université. La vice-directrice l'observa avec une intensité troublante. « Mademoiselle Moreau », l'interpella-t-elle d'une voix glaciale. « Le directeur Delcourt semble vous porter un intérêt particulier ces derniers temps. » Gabrielle maintint une expression neutre, malgré son cœur qui s'emballait. « Le DER Delcourt supervise mon projet final, madame. Rien de plus. » Véronique s'approcha, la dominant de sa haute taille. Gabrielle remarqua l'émeraude qui ornait sa main droite, exactement comme l'avait décrite sœur Agathe. « Prenez garde, jeune fille. S'attacher à François Delcourt peut être dangereux. Ses proches ont tendance à disparaître. » Sur ces paroles sibyllines, elle tourna les talons, laissant Gabrielle glacée d'effroi et de colère. Cet avertissement à peine voilé confirma leurs soupçons. Véronique savait, et elle les observait, le soir même, dans un café bruyant où personne ne pouvait les entendre. Gabrielle rapporta l'incident à François. « Elle nous menace ouvertement », conclut-elle, encore secouée. « Elle a peur », répondit François, le regard dur. « Ils sentent que nous nous rapprochons de la vérité. » 3 semaines s'écoulèrent dans cette tension croissante. Chaque jour, François vérifiait sa boîte aux lettres, attendant l'enveloppe du laboratoire. Chaque soir, ils partagèrent leurs maigres découvertes, construisant patiemment le puzzle de cette conspiration familiale. Puis enfin, un matin pluvieux d'octobre, exactement 20 ans après le prétendu accident, l'enveloppe arriva. François appela immédiatement Gabrielle. « Elle est là », dit-il simplement. 1 heure plus tard, ils étaient assis côte à côte sur le canapé du salon, fixant l'enveloppe fermée posée sur la table basse. « C'est étrange », murmura Gabrielle. « J'ai toujours su, au fond de moi, que j'étais différente des autres enfants de l'orphelinat, comme si une partie de moi savait qu'il y avait une famille quelque part. Mais maintenant, tu as peur ?» demanda doucement François. « Un peu. Et si les résultats sont négatifs ? Si tout ceci n'était qu'une série de coïncidences ?» François prit sa main dans la sienne. « Quoi qu'il arrive, Gabrielle, ces dernières semaines m'ont fait comprendre une chose. Même sans lien de sang, je te considère déjà comme ma fille. » Ces mots touchèrent Gabrielle au plus profond de son être. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait ce que signifiait avoir un père. « Ouvrons-la ensemble », proposa-t-elle, d'une main tremblante. François décacheta l'enveloppe et en sortit le rapport du laboratoire. Ils parcoururent les termes techniques jusqu'à atteindre la conclusion. Probabilité de paternité, 99,98%. Conclusion. La paternité est pratiquement prouvée. Un silence chargé d'émotions s'abattit sur la pièce. Puis, dans un même élan, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, les yeux embués de larmes. « Ma fille », répétait François, comme une prière. « Ma petite fille. »« Papa », murmura Gabrielle. Prononçant ce mot pour la première fois de sa vie avec son véritable sens, ils restèrent ainsi enlacés, rattrapant en un instant 20 années de câlins perdus. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leur visage reflétait une détermination nouvelle. La confirmation scientifique de leur lien changeait tout. Ce n'était plus simplement une quête de vérité, mais une bataille pour restaurer ce qui leur avait été volé. « Maintenant, » dit François en essuyant ses larmes, « nous devons trouver ta mère. Par où commencer ? Nous avons épuisé toutes nos pistes. » François réfléchit un instant, puis son visage s'éclaira. « Pas toutes. Il y a un registre que nous n'avons pas consulté. Celui des patients non identifiés, des John et Jane Doe. Si Hélène a survécu mais ne pouvait pas s'identifier, cette hypothèse était leur dernier espoir. Si Hélène était vivante, quelque part, amnésique ou retenue contre son gré, ils la retrouveraient. Dehors, la pluie s'était intensifiée, martelant les vitres comme pour souligner la gravité du moment.
La confirmation de leur lien de sang marquait la fin d'une étape et le début d'une autre, plus périlleuse encore. Car maintenant, Rémi et Véronique n'hésiteraient pas à tout faire pour protéger leur secret. L'automne s'était installé sur Lyon, parant les arbres de teintes flamboyantes qui rappelaient à François ses journées d'octobre, 20 ans auparavant, quand sa vie s'était effondrée. Mais cette fois, l'automne lui apportait non pas le désespoir, mais l'espoir, attablés dans le bureau de François à l'université, père et fille, examinaient minutieusement un dossier que Richard Benoît, leur contact à la préfecture, avait réussi à leur procurer discrètement, la liste complète des personnes non identifiées admises dans les hôpitaux de la région Rhône-Alpes entre 2004 et 2006. Il y a des dizaines de cas, soupira Gabriel en parcourant les fiches. Comment savoir si l'une d'elles pourrait être maman? François se frotta les yeux, fatigué mais déterminé. Concentrons-nous sur les femmes entre 30 et 40 ans, admises autour d'octobre 2004, présentant des traumatismes graves ou de l'amnésie. Ils sélectionnèrent ainsi une douzaine de dossiers potentiels. À chaque cas correspondait un hôpital ou un centre de soins différent, certains dans des zones reculées de la région. Rémi aurait pu l'envoyer n'importe où, murmura François. Son réseau professionnel s'étendait dans toute la région. Un nom attira soudain l'attention de Gabriel. Regarde, celui-ci, femme non identifiée, approximativement 35 ans, admise le 16 octobre 2004 à la clinique psychiatrique Les Alpilles à Annecy. Traumatisme crânien, amnésie totale, pas de document d'identité. Le cœur de François s'emballa. Annecy était la ville natale des Lemaire. Rémi y possédait un chalet familial. La coïncidence était trop forte pour être ignorée. C'est à 2 heures de route, dit-il en consultant de sa montre. Nous pourrions y aller dès demain. Pourquoi pas maintenant? Suggéra Gabrielle, impatiente. François secoua la tête. Nous devons être prudents. J'ai un rendez-vous important cet après-midi. Impossible à reporter. C'est peut-être notre meilleure chance de comprendre les motivations de Rémi. Il lui expliqua qu'il avait retrouvé le DR, Laurent Mercier, l'urgentiste qui était de garde la nuit du prétendu accident. L'homme avait accepté de le rencontrer discrètement. « Sois prudente en mon absence », recommanda François. Véronique rôde toujours dans les couloirs. Gabriel acquiesça, déterminé à poursuivre leurs recherches, pendant que son père rencontrait l'urgentiste. Quelques heures plus tard, François était assis dans un petit bistrot du Vieux-Lyon, face à un homme d'une 60aine d'années au regard las et aux mains légèrement tremblantes. « Merci d'avoir accepté de me voir, docteur Mercier », commença François. L'homme hocha la tête, nerveux. « Je ne devrais pas être ici, si certaines personnes apprenaient. Vous n'avez rien à craindre. Je veux juste savoir la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. La nuit où ma femme et ma fille auraient péri dans un accident. » Mercier pâlit visiblement. « Comment avez-vous retrouvé ma trace? Les plannings de garde? Vous étiez le médecin urgentiste en service ce soir-là. » Le médecin but une gorgée de son verre, comme pour se donner du courage. « C'est vrai, j'étais de garde, mais je n'ai jamais reçu de victime d'accident correspondant à votre famille. » François sentit un frisson le parcourir. Une confirmation de plus. Que s'est-il passé alors? Mercier baissa la voix, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être surveillé. Cette nuit-là, vers 22 heures, le DR, le maire, est arrivé avec 2 patientes, une femme inconsciente et une petite fille endormie. Il a dit qu'il s'agissait d'une affaire privée, qu'il s'en occupait personnellement. Il a utilisé une salle d'examen isolée, m'a demandé de ne rien consigner dans les registres. « Et vous avez accepté ?» demanda François, incrédule. C'était Rémi le maire, un chirurgien respecté, membre du conseil d'administration. Qui étais-je pour le questionner? Le vieil homme semblait rongé par la culpabilité. Il a dit que la femme avait eu un accident mineur, qu'elle était sous sédation pour un transfert vers une clinique spécialisée. Quant à la fillette, elle était juste endormie. « Avez-vous examiné vous-même ma femme ?» ?»« Non, il me l'a interdit. J'ai juste aperçu une femme aux cheveux bruns, immobile sur un brancard. La petite dormait profondément, trop profondément. Je m'en rends compte maintenant. » François serrait les poings sous la table. Ensuite, une ambulance privée est venue les chercher vers minuit. Le maire m'a fait signer des documents de transfert, mais sans préciser la destination. Le lendemain, j'ai appris par les infirmières que la femme et l'enfant de François Delcourt étaient décédés dans un accident. J'ai fait le rapprochement, mais vous n'avez rien dit, compléta François, la voix vibrante de colère contenue. Mercier baissa la tête, honteux. Quelques jours plus tard,
J'ai tenté d'en parler à Lemaire. Il m'a menacé. Ma carrière, ma famille. Il a dit que j'étais déjà complice en ayant signé ces documents falsifiés. Puis il m'a offert une somme considérable pour mon silence. Que vous avez accepté. Ce n'était pas une question, mais une constatation amère. J'avais 2 enfants à l'université. Se justifia faiblement le médecin. Une ex-femme malade. François l'interrompit d'un geste sec. Savez-vous où elles ont été emmenées? Non, je vous le jure. L'ambulance était d'une société privée d'Annecy, je crois. Alpha Médical. Si mes souvenirs sont bons, François nota mentalement cette information cruciale. Une dernière chose. Dehors, Mercier, seriez-vous prêt à témoigner de tout ceci officiellement? Le médecin hésita, puis hocha lentement la tête. Oui, il est temps que je répare mes erreurs. Je rédigerai une déclaration écrite dès ce soir. En quittant le bistrot, François se sentait à la fois bouleversé et revigoré. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Pendant ce temps, à l'université, Gabrielle avait décidé de prendre un risque calculé, profitant de l'absence de Véronique à une réunion externe. Elle s'était faufilée dans le secrétariat administratif où étaient conservés les dossiers personnels des employés. Prétextant chercher un formulaire pour son projet final, elle avait réussi à accéder brièvement au dossier de Rémi Lemaire, qui figurait encore dans les archives comme ancien consultant externe. Ce qu'elle y découvrit confirma leurs soupçons. Rémi avait été actionnaire majoritaire d'une clinique privée près d'Annecy, les Alpilles, jusqu'à sa vente en 2010. La même clinique où une femme non identifiée avait été admise au lendemain de la disparition d'Hélène. Lorsque François et Gabrielle se retrouvèrent en fin de journée, leurs découvertes respectives firent naître un espoir fou. « Elle pourrait être vivante », murmura Gabrielle, osant à peine y croire. « Maman pourrait être vivante. » François acquiesça, les yeux brillants d'émotion. « Demain, nous partons pour Annecy. » Alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs, le téléphone de François sonna. C'était Richard Benoît, leur contact à la préfecture. « François, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-il sans préambule. « Quelqu'un a consulté les registres récemment, les mêmes que je t'ai fournis. Qui? Je ne peux pas te le dire avec certitude. Mais la demande venait d'un cabinet médical privé, celui du DEUR, Rémi Lemaire. » François sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Quand? Hier? Fais attention, mon ami. Si tu remues ce passé, assure-toi d'être prêt aux conséquences. » À peine avait-il raccroché que son téléphone vibra à nouveau. Un message de Mercier. « On m'a suivi après notre rencontre. Soyez prudent. Je maintiens ma promesse de témoigner. » François montra les messages à Gabrielle. « Ils savent, » murmura-t-elle, soudain effrayée. « Oui, » confirma François, le visage grave. La course contre la montre est lancée. Cette nuit-là, ils décidèrent de ne pas se séparer. L'appartement de François était plus sûr que la résidence universitaire où logeait Gabrielle. Ils préparèrent leur départ pour Annecy, rassemblant photos d'Hélène, documents médicaux et l'acte de propriété de la clinique Les Alpilles que Gabrielle avait trouvé dans les archives. Avant de se coucher, Gabrielle contempla longuement une photo de sa mère. « Crois-tu qu'elle nous reconnaîtra ?» demanda-t-elle doucement. Après tant d'années, François s'assit à côté d'elle, observant le visage souriant d'Hélène figé dans le temps. « Le cœur reconnaît ce que l'esprit peut oublier, » dit-il simplement. « Si elle est là-bas, nous la ramènerons à la maison. » Cette nuit-là, malgré l'anxiété qui les rongeait, ils dormirent tous deux d'un sommeil étrangement paisible, comme si leurs âmes sentaient qu'ils approchaient enfin de la vérité. À l'aube, ils prirent la route pour Annecy, ignorant que Véronique avait déjà passé un appel à l'armée à son frère, l'informant que François et sa fille retrouvée avaient découvert l'existence de la clinique Les Alpilles. La course pour retrouver Hélène était engagée. La route serpentait entre les montagnes, dévoilant par intermittence la surface miroitante du lac d'Annecy. François conduisait en silence, ses mains crispées sur le volant trahissant sa tension intérieure. À ses côtés, Gabrielle contemplait le paysage automnal, ses pensées tournées vers cette mer qu'elle espérait retrouver après 20 ans de séparation. « C'est magnifique ici », murmura-t-elle. « Mais tellement isolé, l'endroit parfait pour cacher quelqu'un », répondit François, le visage grave. Rémi a toujours été méthodique. Rien n'était laissé au hasard. Ils avaient quitté Lyon à l'aube, empruntant des routes secondaires par précaution. Dans la boîte à gants reposait un dossier contenant tout ce qu'ils avaient rassemblé. Les plannings hospitaliers, le témoignage signé du DR, Mercier, des photos d'Hélène et les coordonnées de la clinique Les Alpilles.
Tu crois qu'elle est toujours dans cette clinique ? Demanda Gabriel, exprimant enfin la question qui les hantait tous deux. François soupira. La clinique a changé de propriétaire en 2010. Si Hélène y était, Rémi aurait dû la transférer ailleurs. À moins que quoi ? À moins qu'elle ne soit devenue une patiente ordinaire, sans lien apparent avec lui, une femme sans identité, sans mémoire, que personne ne recherche. Cette pensée les plongea dans un silence méditatif. Que restait-il d'Hélène après 20 ans d'isolement ? Comment l'amnésie avait-elle façonné son existence ? Ces questions sans réponse les tourmentaient alors qu'ils approchèrent de leur destination. La clinique Les Alpilles apparut finalement au détour d'un virage. C'était un bâtiment élégant de style savoyard, niché dans un écrin de verdure avec vue sur le lac. Rien dans son apparence paisible ne suggérait les sombres secrets qu'il pouvait abriter. On dirait plus un hôtel de luxe qu'un établissement psychiatrique, remarqua Gabriel. C'est le principe. Rémi a toujours privilégié les apparences. Ils garèrent la voiture à distance raisonnable et révisèrent leur stratégie. Se présenter comme des proches recherchant une parente disparue serait trop risqué si Rémi avait déjà alerté l'établissement. Ils avaient opté pour une approche plus subtile. François se ferait passer pour un professeur menant une étude sur les pathologies de la mémoire, avec Gabrielle comme assistante. L'accueil de la clinique était chaleureux, presque hôtelier. Une jeune femme au sourire professionnel les reçut dans un hall décoré avec goût. « Bonjour, je suis le professeur Martin de l'Université de Lyon », se présenta François, utilisant le nom qu'ils avaient convenu. « J'ai rendez-vous avec le Dr Moreau concernant mon étude sur les troubles mnésiques. » La réceptionniste consulta son ordinateur. « En effet, le docteur vous attend. Premier étage, bureau 103. » Ils échangèrent un regard discret. Leur demande de rendez-vous, envoyée sous un faux prétexte universitaire, avait fonctionné. Le Dr Moreau, une femme d'une 50aine d'années à l'allure stricte mais bienveillante, les accueillit dans un bureau lumineux donnant sur le parc de la clinique. « Votre étude m'intrigue, professeur », commença-t-elle après les présentations. « Les cas d'amnésie prolongée sont rares et souvent mal documentés. » François hocha la tête, jouant parfaitement son rôle. « C'est précisément ce qui m'intéresse, particulièrement les cas où l'identité elle-même est perdue sur une longue période. Avez-vous eu des patients dans cette situation ?» La psychiatre hésita un instant. « Le secret médical, vous comprenez ? » ?»« Bien entendu, » intervint Gabriel. « Nous ne demandons pas d'informations personnelles, juste des cas anonymes pour notre étude statistique. » Dr Moreau sembla peser le pour et le contre, puis se détendit légèrement. « Nous avons effectivement quelques cas intéressants, dont un particulièrement remarquable. Une patiente admise il y a près de 20 ans, sans aucun souvenir de son identité. » Le cœur de François fit un bond, mais il maintint une expression neutre. « 20 ans, c'est exceptionnel. Comment est-elle arrivée ici ? Avant mon temps, je suis ici depuis 12 ans, mais selon son dossier, elle a été transférée d'un hôpital après un traumatisme crânien sévère. Aucun document d'identité, aucun proche pour la réclamer, et son état actuel. Stable, la mémoire procédurale est intacte. Elle peut lire, écrire, effectuer des tâches quotidiennes. Mais sa mémoire épisodique antérieure au traumatisme reste inaccessible. Nous l'appelons Élodie, un nom qu'elle a choisi elle-même. » Gabriel se pencha légèrement en avant. « Pourrait-on la rencontrer ? Pour notre étude, bien sûr. » La psychiatre consulta sa montre. « C'est possible. Elle est généralement dans le jardin à cette heure-ci. Elle s'occupe des fleurs, une thérapie qui lui fait du bien. » Elle les conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une porte vitrée donnant sur un jardin intérieur magnifiquement entretenu. Là, au milieu des chrysanthèmes d'automne, une femme aux cheveux blancs coupés courts s'affairait avec un sécateur. Tournant le dos à l'entrée, François s'immobilisa, comme frappé par la foudre. Même de dos, même après 20 ans, il l'aurait reconnue entre mille. « Hélène », murmura-t-il, si bas que seul Gabriel l'entendit. La psychiatre s'avança vers la jardinière. « Élodie, ces personnes aimeraient vous parler un moment. Ils font une étude sur la mémoire. » La femme se redressa lentement et se tourna vers eux. Son visage, malgré les marques du temps, conservait une beauté sereine. Ses yeux, d'un brun chaud identique à ceux de Gabriel, se posèrent d'abord sur la jeune femme, puis sur François. Un infime tressaillement parcourut son visage, comme une ombre de reconnaissance aussitôt évanouie. « Bonjour, » dit-elle d'une voix douce. « Je suis désolée pour mes mains terreuses. J'aime trop jardiner pour porter des gants. »
François était incapable de parler. Gabriel prit le relais, s'efforçant de contrôler le tremblement de sa voix. « Bonjour, Élodie. Je m'appelle Gabriel et voici... » « François, nous étudions les cas d'amnésie prolongée. » La femme hocha la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. « Alors, je suis un sujet parfait. 20 ans sans savoir qui j'étais avant d'arriver ici. » Docteur, Moreau les laissa, appelés par une urgence, leur recommandant simplement de ne pas fatiguer la patiente. Restés seuls avec Hélène, Élodie. François et Gabriel échangèrent un regard lourd de questions. Comment procéder? Révéler brutalement la vérité pourrait provoquer un choc psychologique dangereux. François s'approcha doucement, comme on s'approche d'un oiseau qu'on craint d'effaroucher. « Ces fleurs sont magnifiques, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Vous avez un don. » Elle sourit, touchée par le compliment. « J'ai toujours su que j'aimais les fleurs. C'est étrange, n'est-ce pas? Oublier son nom, son passé, mais se souvenir qu'on aime la sensation de la terre entre ses doigts. Y a-t-il d'autres choses dont vous vous souveniez? Des sensations, des impressions ?» Elle inclina la tête, pensive. « Des fragments. L'odeur du jasmin me rend heureuse. Le son d'un piano me fait pleurer sans que je sache pourquoi. Et parfois, je me réveille en cherchant quelqu'un à mes côtés. » François ferma brièvement les yeux. Le jasmin était le parfum d'Hélène. Il jouait du piano chaque soir. Gabriel s'approcha à son tour, le cœur battant. « Et les enfants? Ressentez-vous quelque chose de particulier en leur présence ?» Le visage d'Élodie s'illumina. « J'adore les enfants, surtout les petites filles. » Son regard s'assombrit soudain. « Il y a cette berceuse que je connais sans savoir d'où. Je la fredonne parfois en m'occupant des enfants des visiteurs. Pouvez-vous nous la chanter ?» demanda doucement François. Elle hésita, puis entonna une mélodie simple et poignante. C'était la berceuse qu'Hélène avait composée elle-même pour Gabriel et que personne d'autre ne connaissait. Gabriel porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. François, incapable de contenir son émotion plus longtemps, sortit de sa poche une photographie. « Élodie, regardez cette image, s'il vous plaît. » C'était une photo d'eux-trois, prise lors du 4e anniversaire de Gabriel, quelques semaines avant le drame. La femme prit le cliché d'une main tremblante. Son regard passa de l'image à François, puis à Gabriel, puis à nouveau à l'image. Son visage exprimait une confusion intense, mêlée d'une douleur presque physique. « Je connais ces visages, » murmura-t-elle. « Dans mes rêves, toujours dans mes rêves. » Elle porta une main à sa tempe, comme assaillie par un mal de tête soudain. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix altérée. François prit doucement sa main libre. « Mon nom est François Delcourt. Et il y a 20 ans, nous étions mariés. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Sa respiration s'accéléra. « Et cette jeune femme, » poursuivit-il en désignant Gabriel, qui s'était rapproché, les yeux brillants de larmes, « c'est notre fille, Élodie Hélène » fixa intensément Gabriel, ses yeux explorant chaque détail de son visage, puis, dans un geste d'une lenteur presque cérémonielle, elle tendit la main et écarta doucement les cheveux qui couvraient l'oreille gauche de la jeune femme, révélant la petite marque en forme de croissant de lune. « La lune de ma petite étoile », murmura-t-elle, utilisant le surnom qu'elle seule connaissait. Et soudain, comme un barrage qui cède sous la pression, quelque chose se brisa en elle. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues, tandis qu'elle prenait le visage de Gabriel entre ses mains, le caressant comme pour s'assurer qu'il était réel. « Ma fille », souffla-t-elle, « ma petite fille ». Dans ce jardin isolé des montagnes d'Annecy, entouré de fleurs d'automne, une famille brisée par la cruauté et l'ambition commençait à se reconstituer. Fragment par fragment, comme une mosaïque trop longtemps éparpillée, le temps semblait suspendu dans ce jardin d'automne. Hélène, car c'était bien elle, malgré les années et l'amnésie qui avaient transformé son apparence, tenait toujours le visage de Gabriel entre ses mains tremblantes. Ses yeux, embués de larmes, ne cessaient de parcourir les traits de sa fille, comme pour rattraper 20 ans d'absence. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle enfin. « On m'a dit que j'étais seule, que personne ne m'avait jamais réclamée. » François s'approcha doucement et prit sa main. À ce contact, Hélène tressaillit. Une vague de sensations familières la submergea. La texture de cette paume, la chaleur de cette peau, l'empreinte unique de ses doigts entrelacés aux siens. « On nous a menti à tous, » dit-il doucement. « On m'a dit que vous étiez morte. Gabriel et toi, j'ai cru pendant 20 ans que je vous avais perdu dans un accident.
Qui ? Demanda Hélène, la voix soudain plus ferme. Qui nous a fait ça ? François hésita, craignant que la vérité ne soit trop brutale. Ton frère ? Rémi. Le visage d'Hélène se figea. Ce nom résonnait en elle comme un écho lointain, charriant des sensations confuses de malaise et de peur. Rémi, répéta-t-elle lentement. Je vois un homme, grand, autoritaire. Il venait me voir, au début. Il disait être mon médecin. Puis ses visites se sont espacées. Elle ferma les yeux, s'efforçant de capturer ces fragments de mémoire. Il y avait cette femme aussi, qui l'accompagnait parfois, froide comme de la glace. Véronique, compléta François. Ah, sa sœur, ta sœur. Hélène rouvrit les yeux, visiblement troublée. Ma famille, ma propre famille m'a fait ça. Gabriel s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre, lui prenant doucement la main. C'est compliqué, maman. Nous découvrons encore nous-mêmes l'étendue de leurs machinations. Le mot « maman », prononcé pour la première fois, fit sourire Hélène malgré sa confusion. « Je ne me souviens pas de tout », avoua-t-elle. « C'est comme regarder à travers un verre embué, je vois des formes, j'entends des échos, mais rien n'est net. » François sortit d'autres photos qu'il avait apportées. Leur mariage, leurs vacances, leur vie d'avant. Hélène les examina une à une, s'arrêtant parfois pour effleurer un visage, un détail, notre maison, murmura-t-elle en voyant la façade couverte de glycine. Je me souviens de l'odeur de ces fleurs. Et ce piano. Tu te souviens de la musique ? Demanda doucement François. Hélène ferma les yeux, et à leur grande surprise, ses doigts se mirent à bouger dans le vide, comme si elle jouait sur un clavier invisible. Bach, tu jouais du Bach chaque soir. La partita en si bémol majeur était ta préférée. François eut le souffle coupé. C'était exact, jusqu'au morceau précis qu'il affectionnait particulièrement. Soudain, la porte du jardin s'ouvrit, laissant apparaître le déheur. Moreau, accompagné d'une infirmière, « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, son regard professionnel évaluant rapidement la situation émotionnelle. François se redressa, reprenant contenance. « Parfaitement, docteur. Nos échanges sont très instructifs. » La psychiatre hocha la tête, mais son expression restait soupçonneuse. Élodie semble bouleversée. Je suggère que nous arrêtions là pour aujourd'hui. Hélène se tourna vers elle, une détermination nouvelle illuminant son regard. Ces personnes... Elle hésita, puis se lança. Ces personnes sont ma famille, docteur, ma véritable famille. Le Dorta Moreau se figea, surprise par cette déclaration inattendue. Votre famille, mais Élodie, en 20 ans, personne n'est jamais venu vous réclamer. Parce qu'on leur a fait croire que j'étais morte, répondit Hélène avec une assurance croissante, tout comme on m'a fait croire que j'étais seule au monde. François s'avança, décidant qu'il était temps de révéler leur véritable identité. Je suis François Delcourt, directeur de l'Université nationale des beaux-arts de Lyon. Cette femme est mon épouse, Hélène Delcourt, disparue il y a 20 ans, et voici notre fille, Gabrielle. Il sortit les documents qu'ils avaient rassemblés. Certificat de mariage, rapports médicaux, test ADN confirmant la paternité de Gabrielle et le témoignage signé du DEUR, Mercier expliquant comment Rémi avait orchestré la disparition d'Hélène et de sa fille. Le DEUR, Moreau parcourut les documents, son visage exprimant un mélange d'incrédulité et d'horreur grandissante. « C'est monstrueux », murmura-t-elle finalement. « Si ce que vous dites est vrai, c'est un crime d'une gravité extrême. »« C'est vrai », affirma Hélène en se levant. Sa posture avait changé, comme si chaque minute passée en compagnie de sa famille ravivait un peu plus sa véritable personnalité. « Je ne me souviens pas de tout, mais je sais au plus profond de moi que ces personnes disent la vérité. » Elle s'approcha de Gabrielle et toucha à nouveau la marque en forme de croissant de lune sous son oreille. Cette marque, je l'embrassais chaque soir en la comparant à la lune. Ma petite étoile sous la lune, je t'appelais ainsi. Comment pourrais-je inventer un tel souvenir ? Le Dorta Moreau semblait ébranlé. Je dois contacter la direction de l'établissement et probablement les autorités. Une telle situation, non. L'interrompit François avec une urgence qui les surprit tous. Pas encore, s'il vous plaît. Il baissa la voix, expliquant que Rémi était encore puissant, que Véronique occupait un poste d'influence et qu'il craignait une intervention avant qu'il n'ait pu mettre Hélène en sécurité. La psychiatre hésita, tiraillée entre son devoir professionnel et l'horreur que lui inspirait cette situation. « Je ne peux pas autoriser un départ immédiat sans procédure, dit-elle finalement.
mais je peux vous accorder un délai. Disons, 24 heures pour organiser les choses légalement, et je vous promets ma discrétion absolue dans l'intervalle. » C'était mieux que rien. Ils convinrent que François et Gabriel reviendraient le lendemain avec un avocat et tous les documents nécessaires pour officialiser la situation, alors qu'ils s'apprêtaient à partir. Hélène s'accrocha soudain à eux. « Ne me laissez pas !» supplia-t-elle. Une panique irrationnelle s'emparant d'elle. « Et si vous ne reveniez pas, si c'était encore un rêve ?» François la prit dans ses bras, respirant son parfum si longtemps perdu. « Nous reviendrons, je te le jure. Rien ne pourra nous séparer à nouveau. » Gabriel se joignit à leur étreinte, formant un cercle parfait, un cercle familial que même 20 ans de séparation n'avaient pu briser définitivement. Le docteur Moreau les observait, ému malgré elle par cette scène de retrouvailles improbables. « Je veillerai personnellement sur elle cette nuit, » promit-elle, « et je m'assurerai qu'aucun appel concernant cette affaire ne quitte l'établissement. » Sur le parking de la clinique, alors qu'ils remontaient en voiture, François et Gabriel laissèrent enfin éclater leur joie et leur émotion. « Nous l'avons retrouvée, » répétait Gabriel, comme si elle peinait encore à y croire. « Elle est vivante, et elle nous a reconnus, d'une certaine façon. » François acquiesça, essuyant discrètement une larme. « Sa mémoire reviendra progressivement. Les spécialistes de Lyon pourront l'aider. L'important, c'est qu'elle soit en vie, et qu'elle soit bientôt avec nous. » Alors qu'ils s'engageaient sur la route sinueuse qui descendait vers la ville, Gabriel remarqua une voiture sombre garée un peu plus loin, à moitié dissimulée derrière un bosquet. « Papa ?» commença-t-elle, soudain inquiète. Mais François l'avait déjà repérée. Ses mains se crispèrent sur le volant. « Je sais. Nous sommes probablement suivis. Que fait-on? On continue comme prévu. Nous avons l'avantage maintenant. Ils ne savent pas que nous avons retrouvé Hélène. » Ils s'arrêtèrent dans un hôtel anonyme d'Annecy, payant en espèces et s'inscrivant sous de faux noms dans leur chambre. Ils élaborèrent leur plan pour le lendemain. François contacta un ami avocat à Lyon qui accepta de les rejoindre à la première heure, ainsi que Richard Benoît, qui pourrait fournir les documents administratifs nécessaires. Cette nuit-là, malgré la tension et l'excitation, ils dormirent d'un sommeil étrangement paisible, comme si, enfin, un équilibre rompu depuis trop longtemps était sur le point d'être restauré. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans une villa surplombant le lac, Rémi Lemaire venait de recevoir un appel de son informateur à la clinique. Un appel qui allait précipiter le dénouement de cette histoire commencée 20 ans plus tôt. L'aube se levait sur Annecy, peignant le lac de reflets dorés. Dans leur chambre d'hôtel, François et Gabriel étaient déjà habillés et prêts, ayant à peine dormi malgré leur fatigue. L'excitation et l'appréhension se disputaient en eux à mesure que l'heure approchait. « Maître Duval sera là dans 1 heure », annonça François, raccrochant après un bref appel. « Il a tous les documents nécessaires pour obtenir la libération légale d'Hélène. » Gabriel acquiesça, scrutant par la fenêtre la rue en contrebas. « La voiture qui nous suivait hier est toujours là, » murmura-t-elle, garée au coin de la rue. François vint la rejoindre, observant discrètement le véhicule sombre. « Nous nous y attendions. » Rémi ne lâchera pas prise facilement, raison de plus pour agir vite. Une demi-heure plus tard, ils retrouvèrent Maître Duval, un avocat d'une 60aine d'années au regard vif, dans un café proche de la clinique. Son expression grave trahissait la mesure de l'affaire qu'il s'apprêtait à traiter. « J'ai examiné tous les documents », déclara-t-il après les salutations. « C'est l'une des affaires les plus troublantes de ma carrière. Séquestration, usurpation d'identité, faux et usage de faux. Les Lemaire risquent des années de prison. La justice viendra plus tard, » répondit François, déterminé. « Aujourd'hui, notre priorité est de ramener Hélène à la maison. » Ils mirent au point leur stratégie. Maître Duval se présenterait officiellement à la clinique avec une demande de libération immédiate, appuyée par tous les documents prouvant l'identité réelle d'Hélène. Pendant ce temps, François et Gabriel attendraient dans le jardin, prêts à accueillir Hélène. Arrivés à la clinique Les Alpilles, ils furent accueillis par le docteur Moreau, dont l'expression tendue trahissait une nuit blanche. « Il s'est passé quelque chose », annonça-t-elle dès qu'ils furent dans son bureau. « Ce matin, très tôt, j'ai reçu un appel du DR, Rémi Lemaire. Il prétendait vouloir vérifier si des personnes s'étaient présentées pour voir Élodie. » François blêmit. « Que lui avez-vous dit ?»« Rien. J'ai prétexté une mauvaise connexion et raccroché. Mais j'ai peur qu'il ne soupçonne quelque chose. » Maître Duval déposa son attaché-case sur le bureau.
Raison de plus pour agir vite, voici l'ordre de libération que j'ai fait préparer par un juge des tutelles cette nuit, ainsi que tous les documents attestant de l'identité réelle de votre patiente. La psychiatre examina les papiers, hocha la tête puis se leva. Je vais chercher elle, Élodie. Elle vous attend dans le jardin. Quelques minutes plus tard, il retrouvait Hélène assise sur le même banc que la veille. Elle portait une simple robe bleue et un cardigan gris. Une petite valise était posée à ses pieds, contenant ses maigres possessions accumulées au fil des années. En les voyant, son visage s'illumina. Elle se leva d'un bond et se précipita vers eux, comme si elle craignait encore qu'ils ne disparaissent. « Vous êtes revenus ?» souffla-t-elle en serrant Gabriel dans ses bras. « Bien sûr que nous sommes revenus, » répondit François en rejoignant leur étreinte. « Nous allons te ramener à la maison. » Aujourd'hui, pendant que Maître Duval finalisait les démarches administratives avec la direction de la clinique, ils prirent quelques instants pour parler. « Comment te sens-tu ce matin ?» demanda doucement François. Hélène sourit, un sourire qui rappelait tant celui de la femme qu'il avait aimée, mais différente, comme si des pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin. Cette nuit, j'ai rêvé. Non, je me suis souvenu. Notre maison, le jasmin sur la terrasse, ta musique. Ses yeux s'emplirent soudain de larmes, et je me suis souvenu de cette nuit. La nuit où tout a basculé, François et Gabriel échangèrent un regard inquiet. « Que s'est-il passé, maman ?» demanda doucement Gabriel. Hélène ferma brièvement les yeux, comme pour mieux visualiser ses souvenirs douloureux. « Nous revenions de chez ma mère. Gabriel et moi, il pleuvait, sur la route. Une voiture nous a forcés à nous arrêter. C'était Rémi et Véronique. » Sa voix tremblait. « Rémi a dit qu'il y avait une urgence, que tu avais eu un accident, François. Il m'a demandé de monter dans sa voiture. » J'ai hésité. Quelque chose me semblait étrange. C'est alors qu'il m'a injecté quelque chose. Ensuite, c'est le noir. Un lourd silence accueillit ce récit. La manipulation avait été d'une cruauté calculée, exploitant la confiance d'Hélène envers son frère. Les analyses toxicologiques pourront prouver ce qu'il t'a administré, dit François, la mâchoire serrée par la colère. Ce qui importe maintenant, c'est de te mettre en sécurité. Maître Duval revint, brandissant un document officiel. C'est fait. Madame Delcourt est légalement libre de quitter l'établissement. J'ai également déposé une plainte préliminaire auprès du procureur, qui devrait déclencher une enquête dès aujourd'hui. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le dédeur, Moreau, les rejoignit, le visage grave. « Je viens de recevoir un appel de l'accueil. Le de Rémi Lemaire vient d'arriver et demande à voir Élodie immédiatement. » Le sang de François se glaça dans ses veines. « Combien de temps pouvez-vous le retenir ? » « Quelques minutes tout au plus. Je vais lui dire qu'Élodie est en séance d'hydrothérapie. Y a-t-il une autre sortie ? » La psychiatre hocha la tête. « L'entrée de service, derrière la cuisine, je vais vous y conduire. » Ils traversèrent rapidement les couloirs de la clinique, Hélène s'accrochant au bras de François comme à une bouée de sauvetage. Gabriel portait la petite valise, tandis que Maître Duval restait en arrière, prêt à affronter légalement Rémi si nécessaire. Ils venaient d'atteindre la porte de service, quand une voix retentit derrière eux. « Je savais que vous finiriez par la trouver. » Ils se retournèrent d'un bloc. Véronique Lemaire se tenait là, élégante et froide dans son tailleur noir, l'émeraude brillant à son doigt comme un œil maléfique. « Véronique » murmura Hélène, un frisson parcourant son échine. La femme s'avança, son regard calculateur passant de l'un à l'autre. Quelle touchante réunion familiale. 20 ans plus tard, François s'interposa, protégeant Hélène et Gabriel de son corps. « Écartez-vous, Véronique. C'est fini. Nous avons tous les documents légaux. » Hélène rentre chez elle. Un sourire sans chaleur étira les lèvres de la femme. « Tu as toujours été naïf, François. Penses-tu vraiment que nous allons vous laisser détruire nos vies ? Rémi est en train d'appeler ses contacts au ministère. Tes papiers ne vaudront rien dans quelques heures. » « Pourquoi ?» demanda soudain Hélène, s'avançant malgré la main protectrice de François. « Pourquoi nous avoir fait ça ? J'étais ta sœur. » Le masque impassible de Véronique se fissura légèrement. « Tu as toujours eu ce qu'il y avait de meilleur. L'amour de nos parents, l'admiration de tous, et puis François. » Son regard se durcit. « Rémi t'adorait. Il t'a toujours adoré. Bien au-delà de ce qu'un frère devrait ressentir pour sa sœur. Tu étais son obsession. Quand tu as choisi François, ça l'a détruit. Alors c'était une vengeance, » intervint Gabriel, incrédule. « Vous avez détruit notre famille par jalousie. Par nécessité, » corrigea froidement Véronique. « François ne te méritait pas, Hélène. Il était trop ordinaire.
Rémi avait un plan. Te garder près de lui, toujours, mais sans les souvenirs qui te rattachaient à cet homme. Une nouvelle vie où il pourrait veiller sur toi. C'est monstrueux, souffla François, écœuré. C'est de l'amour, rétorqua Véronique, un amour que tu ne pourras jamais comprendre. Soudain, des bruits de pas précipités retentirent dans le couloir. La porte s'ouvrit à la volée, laissant apparaître Rémi Lemaire, le visage déformé par la fureur et l'incrédulité. « Hélène » murmura-t-il en s'immobilisant, pendant un instant terrible. Personne ne bougea. Puis, avec un calme surprenant, Hélène s'avança vers son frère. « Rémi, je me souviens maintenant. De tout. » Le chirurgien pâlit visiblement. « Tu ne peux pas. Les médicaments n'ont pas effacé l'essentiel. » Compléta-t-elle. « L'amour que j'ai pour ma famille. La vraie. » Rémi fit un pas vers elle. Mais François s'interposa de nouveau. « C'est terminé, Rémi. La police est en route. Les preuves sont accablantes. Le DER, Mercier a témoigné. » Une lueur de panique traversa le regard du médecin. Il chercha une échappatoire. Mais Maître Duval bloquait l'autre sortie. Il était pris au piège. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix perdant son assurance. « J'ai fait ça pour elle. Pour la protéger. François ne la méritait pas. Il ne pouvait pas la rendre heureuse comme je. »« Comme tu le pouvais, » termina Hélène, son visage exprimant un mélange de pitié et de dégoût. « Tu m'as volé 20 ans de ma vie. Tu m'as séparée de ma fille, de mon mari. Tout ça pour nourrir une obsession malsaine. » Au loin, des sirènes de police se firent entendre. Rémi sembla se dégonfler, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. « Jamais je ne t'aurais fait de mal, » murmura-t-il. « Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. »« Ce n'était pas de l'amour, » répondit doucement Hélène. « C'était de la possession. Et maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences. » Les policiers arrivèrent quelques minutes plus tard, escortant Rémi et Véronique Lemaire hors de la clinique, sous les regards stupéfaits du personnel et des patients, alors qu'ils montaient dans la voiture de François. Prêt à rentrer enfin à Lyon, Hélène se retourna une dernière fois vers la clinique qui avait été sa prison pendant 20 ans. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « Une partie de moi ressent presque de la gratitude envers cet endroit. Sans les soins que j'y ai reçus, sans la patience du DER Moreau, peut-être n'aurais-je jamais pu retrouver suffisamment de moi-même pour vous reconnaître. » François lui serra tendrement la main. « La vie est parfois un étrange parcours, mais nous sommes ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte. » Alors que la voiture s'éloignait, emportant enfin la famille réunie vers Lyon, vers leur foyer, les nuages s'écartèrent, laissant filtrer un rayon de soleil qui semblait illuminer spécifiquement leur chemin. La vérité avait enfin triomphé des mensonges. 6 mois s'étaient écoulés depuis les événements d'Annecy. Le printemps habillait Lyon d'une douceur nouvelle, comme un écho à la renaissance qui s'opérait dans la vie de la famille Delcourt, dans l'appartement que Françoise avait acheté à Croix-Rousse. La lumière matinale baignait le salon où Hélène contemplait la vue sur la Saône. Sa silhouette s'était remplie, ses cheveux avaient retrouvé des reflets châtains parmi le blanc, et son visage s'animait désormais d'expressions plus vives, plus spontanées. Chaque jour apportait son lot de souvenirs récupérés, de fragments de sa vie d'avant qui se reconnectaient patiemment. « Tu es prête ?» demanda François en entrant dans la pièce. Élégant dans son costume sombre, Hélène se tourna vers lui avec un sourire. « Presque, j'ai encore du mal à croire que ce jour est enfin arrivé. » Ce jour tant attendu était celui de la remise de diplôme de Gabrielle. Malgré les bouleversements, elle avait réussi à terminer brillamment son projet final et s'apprêtait à recevoir son diplôme des Beaux-Arts avec les honneurs. « Tu es nerveux pour ton discours ?» demanda Hélène en ajustant la cravate de François. « Un peu. C'est la première cérémonie où je m'exprime non seulement en tant que directeur, mais aussi en tant que père d'une diplômée. » Leurs regards se croisèrent, encore émerveillés par cette seconde chance que la vie leur offrait. Les 6 derniers mois avaient été intenses. La réadaptation d'Hélène à la vie normale, les séances avec les spécialistes pour récupérer sa mémoire, et bien sûr, le procès des Lemaire qui avait secoué toute la région. Rémi et Véronique avaient été condamnés à 15 ans de prison pour enlèvement, séquestration et falsification de documents. L'ampleur de leur machination avait stupéfié le tribunal. Faux certificats de décès, corruption de fonctionnaires, manipulation des dossiers médicaux. Un système élaboré sur 20 ans pour maintenir leurs mensonges. « Tu as des nouvelles de Rémi ?» demanda doucement François. Hélène secoua la tête, malgré l'horreur des actes de son frère.
Elle n'avait pu s'empêcher de ressentir une forme de pitié pour cet homme consumé par une obsession malsaine. Son avocat dit qu'il refuse toujours les visites. Il aurait tenté de... Elle s'interrompit, incapable de prononcer les mots. François hocha la tête, comprenant. La tentative de suicide de Rémi en prison avait été étouffée par les médias, mais ils en avaient été informés. L'homme, privé de l'objet de son obsession et confronté aux conséquences de ses actes, s'était effondré. « Et si nous y allions avant que je ne me remette à pleurer ?» suggéra Hélène en prenant son sac. « Je ne voudrais pas avoir les yeux rouges sur les photos. » François sourit, touché par cette préoccupation si normale, si quotidienne. Ces petits moments de vie ordinaire étaient là peut-être leur plus grande victoire. La cérémonie se déroulait dans le grand amphithéâtre de l'université, décoré pour l'occasion de compositions florales et de bannières aux couleurs de l'institution. Les parents et amis des diplômés remplissèrent les gradins, créant un bourdonnement joyeux d'anticipation. François et Hélène prirent place au premier rang, à côté de sœur Agathe que Gabrielle avait tenu à inviter. La vieille religieuse, malgré son âge avancé, n'aurait manqué cet événement pour rien au monde. Elle a grandi pour devenir une femme remarquable, commenta doucement la religieuse. Vous pouvez être fiers. Nous le sommes, répondit François, et reconnaissant envers vous qui avez veillé sur elle pendant toutes ces années. La cérémonie commença par le discours de François, qui dut faire appel à tout son self-control pour ne pas laisser transparaître son émotion personnelle lorsqu'il évoqua le parcours exceptionnel de cette promotion. Puis vint le moment tant attendu de la remise des diplômes. « Gabrielle Moreau-Delcourt », annonça le doyen. Gabrielle s'avança sur l'estrade, rayonnante dans sa toge noire. Elle avait choisi de porter ce double nom, hommage à ses deux vies, à ce parcours unique qu'il avait façonné. En recevant son diplôme, elle chercha du regard ses parents et leur adressa un sourire lumineux qui résumait tout, la fierté, l'amour, et cette victoire partagée sur l'adversité. Après la cérémonie, une réception était organisée dans les jardins de l'université. Gabrielle rejoignit ses parents, serrant contre elle le précieux diplôme. « Félicitations, ma chérie », murmura Hélène en l'embrassant. « Ton projet sur les fragments de mémoire était magnifique. » Gabrielle avait en effet consacré son projet final à une série d'installations artistiques, explorant le thème de la mémoire fragmentée et de la reconstruction identitaire. S'inspirant subtilement de leur propre histoire, « J'ai une surprise pour vous », annonça la jeune femme. « Venez avec moi. » Elle les guida vers une petite salle adjacente où attendait un homme d'une trentaine d'années, au sourire chaleureux. « Je vous présente Thomas », dit-elle avec une légère rougeur aux joues. « Il est journaliste et... mon ami, c'est lui qui m'a aidé à monter la fondation. » François et Hélène échangèrent un regard surpris. Gabrielle leur avait parlé vaguement d'un projet, mais sans entrer dans les détails. « Quelle fondation ?» demanda François. Thomas avança, leur serrant la main avec respect. « La fondation Retrouvailles », expliqua-t-il. Gabrielle a utilisé l'attention médiatique autour de votre histoire pour créer une organisation d'aide aux familles séparées par des circonstances traumatiques. Gabrielle sortit une brochure de son sac et la leur tendit. Le logo représentait 3 silhouettes formant un cercle incomplet qui se refermait peu à peu. Nous travaillons déjà sur 3 cas de personnes amnésiques non identifiées dans des établissements français, poursuivit-elle avec enthousiasme. Et nous avons une équipe d'avocats bénévoles pour les aspects légaux. Hélène porta une main à sa bouche, émue aux larmes. Tu as transformé notre douleur en quelque chose de positif pour les autres, murmura-t-elle. C'est ce que tu m'as enseigné, non, répondit Gabrielle en serrant sa main. Même sans mémoire, à la clinique, tu t'occupais des autres patients. Tu créais de la beauté avec tes jardins. La journée se poursuivit dans une atmosphère de célébration douce. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait sa descente, ils décidèrent de faire un détour avant de rentrer. La voiture s'arrêta devant un bâtiment austère à la périphérie de Lyon, l'établissement pénitentiaire où Rémi le maire purgeait sa peine. Hélène descendit seule, un petit bouquet de fleurs à la main. « Tu es sûre ?» demanda François, inquiet. Elle hocha la tête. « J'en ai besoin, pour clore ce chapitre. » L'entretien fut bref. Rémi, amaigri et vieilli, semblait l'ombre de lui-même. Il ne parla presque pas, se contentant d'écouter Hélène lui dire qu'elle avait décidé de lui pardonner, non pour lui, mais pour elle-même, pour se libérer du poids de cette haine. « La vraie prison n'est pas celle où tu te trouves », conclut-elle avant de partir.
C'est celle que tu as construite autour de ton cœur pendant toutes ces années. En sortant, légère d'un fardeau dont elle ne soupçonnait pas le poids, elle retrouva François et Gabriel qui l'attendaient patiemment. Le soir venu, ils se retrouvèrent dans leur nouvel appartement. François s'installa au piano qu'il avait racheté quelques mois plus tôt. Après 20 ans de silence musical, ses doigts hésitèrent un instant au-dessus des touches, puis entamèrent la partita en si bémol majeur de Bach qu'il jouait autrefois chaque soir. Hélène et Gabriel vinrent s'asseoir près de lui, formant ce tableau familial dont ils avaient été privés pendant si longtemps. Par la fenêtre ouverte, l'air doux du printemps apportait le parfum des glycines qu'Hélène avait plantées sur leur terrasse. « Le passé nous a été volé », dit François en terminant son morceau, reprenant les mots qu'il avait prononcés des années plus tôt, dans une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Mais nous avons toute une vie pour créer de nouveaux souvenirs. Hélène posa sa tête sur son épaule, contemplant leur fille qui rayonnait de bonheur et de promesses. « Certaines vérités restent enfouies pendant des décennies, murmura-t-elle. Mais l'amour véritable finit toujours par retrouver son chemin vers la maison. » Dehors, la nuit était tombée sur Lyon, parsemant le ciel d'étoiles brillantes. Dans ce nouvel appartement qui devenait peu à peu un foyer, 3 âmes enfin réunies comprenaient que, malgré les années perdues, malgré la douleur et les mensonges, ils avaient gagné la seule bataille qui comptait vraiment, celle du retour à l'amour. Et cela, personne ne pourrait plus jamais le leur enlever,